Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On démarre un gros morceau aujourd'hui, je vais pas vous mentir, je pense que l'émission sera longue. Mais comme d'hab, j'enregistre tout en une fois, mais il y a tellement de choses à dire dans l'écosystème Cosmos. Euh, donc on va commencer. Alors pour faire simple, c'est un écosystème qui du coup n'est pas simple à comprendre, qui évolue en plus de ça, donc c'est-à-dire que la vision qui est actuellement en cours n'est pas forcément la vision qu'il faudra poursuivre dans l'avenir. Bref, l'écosystème Cosmos, c'est quelque chose comme un être vivant, ça évolue et il va falloir évoluer avec. Donc attention, pour trouver les bonnes pratiques à mon avis dans cet écosystème, il faut être très attentif. C'est ce que je vais essayer de vous apporter aujourd'hui, tout en répondant à la principale des questions que beaucoup se posent, c'est quoi l'avenir d'Atom? Donc on va parler beaucoup d'Atom, mais pas que, parce que c'est bien de comprendre que ce qui a énormément de valeur dans cette histoire, c'est ce qu'on appelle l'écosystème Cosmos, ce qui n'a rien à voir avec le Cosmos Hub et donc le jeton Atom. On fera bien la différence des deux, j'essaierai de vous faire comprendre le modèle économique qui nous a amené où on est aujourd'hui, le fait que ce modèle économique va très probablement changer dans les prochaines semaines, mois, trimestres. On va essayer de voir du coup par rapport à la roadmap qui a été publiée, qu'est-ce qu'elle entrevoit de cette transition qui va s'entamer au niveau du Cosmos Hub, quels effets ça va avoir dans l'écosystème en général, en fonction des deux probabilités, est-ce que cette transition sera réussie, est-ce que cette transition sera échouée, comment, si vous voulez vous exposer à cet écosystème, il faut le faire convenablement pour éviter donc de se péter la gueule, bref, comment on s'investit dans l'écosystème Cosmos à faible risque. Voilà le titre de l'émission, c'est un énorme sujet. Et je vais essayer d'y répondre. Parce que la réponse est bien évidemment beaucoup plus compliquée que juste dire « Eh ben c'est facile, on achète le Cosmos Atom, je sais pas quoi là ». Donc c'est vraiment pas ça, ok? Il faudra évidemment, à mon avis, réaliser une partie d'investissement sur le jeton Atom, parce que c'est là qu'une grosse partie des rendements peuvent se cacher. Mais c'est aussi là que le principal risque se trouve pour 2022. Donc tout miser sur l'Atom maintenant, c'est une énorme connerie. Donc on va voir en fonction des différentes situations, comment gérer le risque de l'écosystème Cosmos en général, comment gérer le risque du jeton Atom en fonction des différentes maturités. Parce qu'une des thématiques qu'on va aborder dès maintenant, c'est qu'il y a des cycles d'investissement au sein de cet écosystème, puisque c'est un écosystème qui vibre déjà beaucoup. On n'est pas du tout sur un simple réseau qui se constitue en fonction d'une hypothétique demande future, on est sur un réseau qui se construit de lui-même au sein de cet écosystème, via des cycles, et ça se voit clairement sur les prix. La composante cyclique d'Atom, il n'y a pas besoin de mentir, je veux dire, elle se voit visuellement, mais elle se voit aussi à travers les indicateurs qui, eux, je vous le rappelle, n'ont pas de biais visuel. Eux, ils voient juste qu'il y a un très gros comportement cyclique sur Atom. Donc, on va essayer de lui donner du sens, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, les grands facteurs qui composent ces différents cycles, et comment ils pourraient changer. Donc on parle bien de breakout. Et oui, je pense que Atom est sur le point de breaker, mais je vais essayer d'argumenter pour ça, essayer de donner différents timings et surtout de donner quels scénarios peuvent causer ces breakouts, puisqu'on parle ici environ, encore une fois, d'horizon de temps hebdomadaire, mensuel. Donc quand on parle de breakout hebdomadaire, c'est comme on parlait sur Link, ça ne peut pas se faire comme ça, juste avec de la spéculation et des envies. Si les prix se déplacent en hebdo, c'est qu'il y a une tendance. D'accord ? Une tendance hebdo, ça déplace les prix, donc ça déplace la valeur. Si on parle de valeur, on parle donc de faire un plan de trading avec des idées rationnelles. Voilà ce qu'on va donc devoir faire ici. Parler d'Atom, parler de l'écosystème, parler de la tendance potentielle que pourrait avoir Atom s'il réussit sa transition, et comme on l'a dit, des deux effets que ça aura s'il réussit ou s'il échoue sur le reste de l'écosystème, puisque Atom n'est pas l'écosystème Cosmos. C'est la première des bêtises que certains commettent. Donc allons-y, partons de l'histoire de base d'Atom, de ses premiers cycles. Donc, il y a évidemment la mise en place de la blockchain, Mainnet, mais si on va dans l'historique, d'accord, mise en place de l'ICO en 2017. Donc on est sur quelque chose de vieux. Ça veut dire que le projet a été publié il y a 5 ans. Ça veut dire qu'il a été réfléchi bien avant ça. On est sur un truc vraiment intelligemment réfléchi, c'est pas juste des gars qui sont aussi autour d'une table pour écrire un papier en 3 jours. Donc il y a vraiment une énorme vision là derrière, et encore une fois, si on remet ces choses-là à l'époque, c'est énorme d'avoir déjà vu ça à l'époque. Alors évidemment, le monde aujourd'hui commence à comprendre un peu donc, ce qui se passe autour de l'atome, ça a créé un peu de volatilité sur le prix, on va en parler, mais donc ces cycles sont d'une propreté irréprochable, ce qui n'est pas du tout le cas de la plupart des autres projets qui ont fait x20, x50. Donc la première des choses qui attire en général les regards non avertis sur Cosmos, c'est pourquoi elle n'a pas pumpé celle-là? Parce qu'elle a l'air pas mal. Donc oui, Atom n'a pas pumpé. Donc en général, s'il y a une sous-performance, c'est qu'il y a deux choses. Soit c'est que c'est pas un bon projet, mais clairement ça semble pas vraiment être le cas par rapport à Atom
et l'écosystème en général, puisque Atom, c'est le genesis du cosmos, de l'écosystème Cosmos. Donc au début, il était tout seul. Donc l'écosystème Cosmos, c'est lui qui le représentait. On est sur un projet énorme, très large. Donc, est-ce que c'est un mauvais projet? Je peux tout de suite répondre que non. Maintenant, est-ce que ça va forcément en faire un projet adopté? Ça, c'est une toute autre histoire et on en parlera plus tard. Mais il faut déjà comprendre que s'il y a sous-performance, c'est qu'il y a une raison. La raison, elle est liée au tokenomics d'Atom et à son modèle économique en général. Donc là, il va falloir qu'on commence direct, avant même d'essayer d'analyser ces cycles, à vous expliquer pourquoi ils existent. Donc allons-y. On va regarder ce qui s'est passé depuis la mise en place de ce truc-là. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller donc directement sur les rounds de financement, donc 17 millions de dollars levés par 2 private sales et une public sale. Voilà, hein, tout ça donc lancé au courant de l'année 2017. Une fois la mise en place de la blockchain, d'accord, le supply initial, donc 236 millions de jetons, 20% pour la team et les founders, donc enfin la team, c'est pour le développement, hein, on est d'accord. Une grande partie de tout ça, c'est donné à des entreprises, des non-profits. Et évidemment, il y a une petite partie qui est donnée donc à des individus, etc. Le reste, donc la large majorité, c'est les investisseurs privés, hein, qui font partie des différentes private sales et de la public sale. Ok, évidemment, vesting schedule pour ces gars-là, et vesting schedule très largement terminé, hein, donc la dilution de la valeur des investisseurs de premier ordre, c'est soit ils sont restés dedans parce qu'ils croient encore dans le projet, soit ils ont déjà vendu, bref, il n'y a pas aujourd'hui de linéarité dans la vesting schedule qui fait que les mecs attendent pour vous dumper sur la gueule. Hein. Si vous voulez dumper, c'est déjà fait. Ok, donc ça c'est la première des choses, bonne chose. Derrière, il va falloir qu'on étudie donc le supply actuel, puisque donc il y a principalement pas mal de facteurs qui entrent en jeu. On a une composante inflationniste dans Atom, j'en ai déjà parlé 50 millions de fois, donc j'avoue je vais essayer d'aller à l'essentiel ici, on ne va pas revenir là-dessus, mais il y a une composante inflationniste qui n'est pas punitive, qui est simplement donc due à une dilution des gens qui refusent de valider et de staker sur le réseau. Autrement dit, c'est un réseau qui est principalement basé sur un aspect de sécurité, et on va y revenir sur la roadmap 2.0. Donc, dès le tokenomics, c'est écrit dedans. Il y a une inflation qui est relativement élevée, qui est modulaire entre 7 et 20%, et qui sert principalement à induire des actions. L'action, c'est tout simplement, si vous détenez des atomes non stakés, d'accord, votre valeur est diluée du montant de l'inflation. A contrario, si vous êtes staker, vous recevez l'inflation plus la part qui n'est pas perçue par ceux qui ne stakent pas. C'est donc tout simplement une punition contre les gens qui ne stakent pas. Donc si vous stakez, vous n'êtes pas puni, pire, vous avez même un rendement passif dû au fait qu'il y a des gens qui, eux, ne le font pas. Donc il va de soi que la plupart des jetons des founders sont stakés, hein, on est bien d'accord. Mais ça, comme d'hab, il va falloir le regarder. Donc le premier truc qu'on va regarder derrière, c'est quelle est aujourd'hui la structure. C'est-à-dire qu'on est pratiquement 5 ans après l'ICO, enfin après l'ICO, en tout cas le private sale et les public sales. On est déjà plusieurs années après le mainnet, donc les jetons sont dilués. Quel est aujourd'hui le token supply? Qu'est-ce qui s'est passé de ces 20 et 80%? Bon, bah déjà, on va voir que ça a été réduit. Donc, si on regarde, ce qui est bien, c'est que niveau transparence, ils nous permettent de savoir tout, puisque donc, au lancement, on a le GitHub qui est totalement détaillé en fonction des adresses. Donc on voit par exemple ici que l'ICF, donc Interchain Foundation, ont reçu principalement, hein, hormis quelques individus, la plupart de leurs jetons, donc quasiment 20 millions au total, sous 2 wallets multisig, hein, 1 de 3 wallets, 1 de 5. Bon, voilà, donc en gros 20 millions pour l'Interchain Foundation. Si on va regarder ce qui se passe du côté de AIB, donc All In Bits Incorporated, qu'on appelle plus communément la Tendermint Inc., qui eux ont reçu, donc sur un seul wallet à 5 multisig, 21 millions d'atomes. Les deux représentent donc à peu près, comme on l'a vu, sur 230 000 ou 235 000, 238 000 de mémoire, 238 millions jetons émis. On est effectivement à peu près sur les 20% qu'on avait vu dans le supply. Ok ? Donc, on est là-dessus, c'est un peu moins du coup, parce que je l'ai dit, il y a une partie qui est distribuée sur des individus. Ok, donc qu'est-ce que ça donne aujourd'hui si on suit ces différents wallets ? D'accord ? Donc on les retrouve tout de suite évidemment dans la rich list, hein, qui est ici. Donc on y retrouve celui-là, qui est le wallet de All In Bit Incorporated, mais ils l'ont changé, c'est-à-dire qu'ils sont sortis du multisig, mais tous les jetons ont été distribués là-dedans. Hein. Donc ils en avaient 10% à peu près du supply, un peu moins on l'a vu, mais il en reste 4,43 aujourd'hui. Ils ont vendu la moitié des jetons. On est plusieurs années après le lancement, hein, et je vous rappelle que, mis à part le token sale du début, où ils ont levé 17 millions, faut payer des devs, hein, il y a des dépenses courantes, donc il est logique qu'ils diluent une partie de leurs jetons pour percevoir un financement. Ok, bon, on est là-dessus, pas de souci. Les autres wallets, de mémoire, c'est celui-là, je crois, et celui-là, donc pareil, 2,70 et 2,13. Eux, globalement, il leur reste à peu près la même chose. Bref, sur les 10%, ils en ont vendu la moitié au jour d'aujourd'hui.
Donc il leur reste encore la moitié de leurs jetons, quasiment à peu près 10% de la market cap, pour continuer de produire du financement, pour continuer de produire des services pour l'écosystème. Ça, c'est le premier des trucs dont on va devoir parler. Parce que c'est le premier business model qui n'est pas classique et que la plupart des gens ne comprennent pas. Il y a un modèle inscrit de base dans l'idée et la façon dont ce projet est mené. Le développement qui est fait dans l'écosystème, c'est le Cosmos Hub qui le paye, via les ventes de jetons Atom qui servent à financer le développement de Tendermint Inc., All-in-Bit Incorporated, et l'Interchain Foundation. C'est eux qui font la roadmap de Cosmos, du Cosmos Hub, mais à l'intérieur de ce qu'ils font, c'est écrit et c'est appliqué à la lettre. Tout ce qui est produit pour le Cosmos Hub est produit pour le bien de tous. Autrement dit, rien ne sera jamais caché à l'écosystème. Ils produisent des modules qui sont utilisables par n'importe quel des blockchains qui utilisent le Cosmos SDK. Autrement dit, tout ce qui est produit via le financement des atomes sert à tout le monde. C'est chier quand même, puisque il n'y a aucune obligation de rémunération rétrocédée sous quelque forme que ce soit qui soit conditionnée. Autrement dit, Atom paye pour développer des services pour tout le monde et personne ne lui doit rien. C'est pourri comme business model quand même, si on s'arrête à la surface. Ça veut dire, moi je paye pour développer des trucs pour tout le monde et ils me rendent que dalle. On est sur un modèle socialiste, hein. Mais c'est à peu près ça. Les mecs sont des cypherpunks, ils sont, voilà. Donc c'est vraiment ancré dans l'idéologie Cosmos. On développe pour tout le monde, vous n'avez rien à nous rendre. Donc là, dites ça à un investisseur institutionnel, il vous dira, ah, mais ils sont fumés, moi jamais je fais ça. Voilà. Donc évidemment, ça n'a pas trop attiré les institutionnels. Ok, c'est une vision assez particulière. Mais par contre, ça a attiré pas mal de développeurs. Et c'est un peu tout l'intérêt de ce truc-là. Donc bien comprendre qu'indirectement, dans le business model et le tokenomics, il y a un problème. Parce qu'il y a une dilution par l'inflation, il y a une dilution par la vente des jetons de base qui servent à financer des projets qui n'ont pas de retombées directes sur le jeton. Alors on va le voir, c'est pas écrit sur le papier, mais les retombées sont bien là. Elles sont juste pas forcément sous la forme que les gens penseraient. Autrement dit, l'écosystème Atom sert à produire des services pour l'écosystème Cosmos en général, sans que l'écosystème Cosmos soit forcé de rendre quoi que ce soit à l'écosystème Atom. On n'est pas du tout sur le business model Polkadot, où quoi qu'il fasse, tu dois utiliser le jeton DOT pour payer tes transactions, etc. Donc tout est centralisé en retour de valeur sur les holders de Polkadot. Donc évidemment, no surprise, les investisseurs institutionnels adorent ce genre de business model où tout est obligé de tourner autour d'eux. Donc ça plaît pas trop Cosmos, parce que c'est pas écrit. Donc si c'est pas écrit, c'est pas garanti, il y a un risque. Ok, super. Mais il faut comprendre que c'est pas pour autant que ces cypherpunks n'ont pas trouvé un modèle sympa quand même. Voilà comment fonctionne l'écosystème Cosmos. C'est bien de comprendre que donc au début, il y avait ce Cosmos Hub tout seul. Donc voilà ce que ça donnait, en gros, à l'époque. Cosmos Hub vendait des atomes pour produire des services, des technologies, donc tout ce qu'ils ont produit, c'est-à-dire des services pour faciliter la création à terme de blockchain. Donc il y a le Cosmos SDK, c'est ni plus ni moins que une forme de compilation modulaire qui permet de produire assez rapidement et facilement des blockchains fonctionnels. Ils produisent un système de consensus très malléable, Tendermint, qui n'est pas parfait, aucun consensus ne l'est, hein, mais qui est très modulable, très modulaire et qui peut donc servir à énormément de profils. Que ce soit plus centralisé pour avoir de TPS ou moins centralisé pour justement avoir plus de sécurité. Bref, c'est très modulaire à pas mal de demandes, donc on va dire Tendermint n'est pas parfait, hein, aucun consensus ne l'est, mais c'est pas mal. Donc ils produisent un SDK pour faciliter la constitution de blockchain 100% souveraine, puisque tout est permissionné dans l'écosystème Cosmos. Par nature, l'écosystème Cosmos est 100% permissionné. Tout ce que vous prenez, vous en faites ce que vous voulez. Personne ne vous oblige à faire quoi que ce soit, à utiliser du Polkadot ou de l'Avax ou je sais pas quoi. Quoi qu'il se passe, vous ne devez rien à Atom. C'est écrit nulle part. Ok ? Deuxièmement, tous les modules type justement intercommunication, etc., qui sont la vision de base de Cosmos, de construire un écosystème interopérable, tout ça c'est fourni gratos.
Vous pouvez constituer rapidement vos blockchains, activer par défaut de l'interopérabilité. Du coup, vous avez tous les avantages qui vont avec. Vous n'avez pas besoin, par exemple, de construire un blockchain explorer. Vous n'avez pas besoin de construire un wallet, puisque tout ça, c'est livré avec. En plus de ça, il y a des sets de validateurs existants à l'intérieur de l'écosystème que vous pouvez directement aller contacter. C'est quand même hyper facile. Constituer votre blockchain chez Cosmos, c'est quand même 100 fois plus facile qu'ailleurs. Voilà ce qu'ils ont voulu faire, faciliter la constitution de blockchain souveraine, sans jamais vous demander de rendre quoi que ce soit. Mais il fallait produire tout ça. Et ça s'est produit en vendant des atomes. En levant des fonds, l'ICO, et depuis 2 ans, en vendant la moitié de ce que possédaient les founders. Autrement dit, ils ont dilué 5% de la market cap initiale en vendant leurs atomes. Pourtant, le prix est resté haussier, donc c'est bien qu'il y avait de la demande en face, que les ventes qu'ils ont constituées ont attiré des investisseurs. Ok, donc ça, c'est les premiers cycles de valeur. D'accord ? C'est-à-dire que dans le premier cycle d'initiation Cosmos, jusqu'à à peu près là, c'est-à-dire la mise en place de l'IBC, la communication qui a permis de relier enfin ces blockchains, qui étaient avant que des îlots, on voit bien que le price action, c'est ni plus ni moins que du changement de main. C'est de dire le prix baisse en fonction des différents cycles de demande du marché crypto. En plus, on était en bear market, donc c'était pas génial la demande. Mais il n'y a pas de tendance propre parce qu'on a 2 forces qui s'opposent. Des investisseurs qui sont intéressés par le projet, mais on était sur un projet qui fait 0 communication. Hein. C'est des cypherpunks, les mecs, ils n'étaient pas en train de faire de la com à tour de bras comme les shitcoins. Et à côté de ça, on avait donc des ventes régulières, mais peu nombreuses au début, hein, de jetons atomes qui servent à maintenir les dépenses courantes des différentes sociétés qui codaient. Okay, parce que rappelez-vous, elles ont levé des fonds en 2017 et elles ont levé 17 millions. Donc, dès que le mainnet a été lancé, il a fallu revendre une partie des jetons pour maintenir les dépenses courantes. Ils vendent de toute façon constamment. Hein. Ils ne vendent pas par gros paquets, hein, les boîtes. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent à peu près régulièrement pour éviter qu'il y ait une pression trop forte, mais on le voit. Donc, cette dilution du jeton, plus l'inflation, effectivement, ça capte le prix. Puisqu'on a entre 7 et 20% d'inflation, plus 5% de dilution à peu près annualisée, puisqu'on est sur 2 ans, hein, donc ça fait à peu près 5%, si vous avez compris. OK ? Donc, sur une année, il y a 7% d'inflation au minimum, plus 5% de vente de jetons Atom pour financer le développement. Bah ça, évidemment, ça se traduit par un prix très mou. Donc pourquoi Atom, ça n'a pas fait to the moon bébé comme les autres en 2021 ? Ben voilà, vous avez la première explication. C'est pas que c'est une blockchain de merde, c'est juste qu'il y a un tokenomics qui freine le prix. Inflation plus dilution du jeton pour financer. Et en plus, comme on l'a dit, ce financement sert à développer une vision beaucoup plus large qui n'est allouée à aucun retour sur investissement initial. Autrement dit, on produit pour le futur et on ne reçoit rien aujourd'hui. Donc vous comprenez bien que ça, mis à part l'attrait spéculatif des investisseurs, il n'y a pas grand monde qui trouvait une valeur à récupérer à court terme là-dessus, puisque c'est une vision de long terme. Ok. Bon, ben on a l'explication de toute l'histoire de Cosmos jusque-là. Là, ici, démarre l'IBC, c'est-à-dire que ça y est, Cosmos Hub n'est plus seul. On va enfin pouvoir relier les blockchains et démarrer le processus de la vision initiale. Ok, ça veut dire que les tokens vont pouvoir circuler entre les différentes blockchains qui ont utilisé le Cosmos SDK et qui choisissent d'activer l'IBC, ce protocole de communication. C'est là que l'aventure Cosmos commence. Ok, ça donne quoi du coup si on regarde ce truc, Map of Zones ? Donc il y avait le Cosmos tout seul, puis d'un coup il y en a d'autres qui arrivent. Petit à petit, très rapidement, Osmosis, Juno, Akash, Sentinel, je crois que Persistence aussi fait partie de la première génération, Secret Network, ok ? Toutes ces blockchains qui se sont constituées avec le Cosmos SDK se rejoignent à l'IBC. C'est ce que vous voyez ici sur ce graphique d'interconnexion. C'est ce qu'on appellera ici la première génération de blockchain de l'écosystème. Celles qui avaient déjà commencé leur développement alors même que Cosmos développait l'IBC, et dès que l'IBC arrive, ils se sont rapidement connectés à ce réseau d'interconnexion de blockchain. Ok, première génération de blockchain. Si on compte donc Cosmos Hub 1, qui était tout seul jusqu'à ce qu'on se relie, une fois qu'on y arrive, on passe à 6. Ok, donc le rythme de croissance, on passe de 1 à 6. Qu'est-ce que ça nous donne sur les prix ? Ok, ça monte. Qu'est-ce qui se passe immédiatement après ? On découvre que la plupart des blockchains qui font partie de l'écosystème, qui ont donc poussé la demande, comme elles ne sont pas obligées de rendre quoi que ce soit, elles choisissent une autre forme de rémunération. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, franchement, merci les gars pour le Cosmos SDK, on va vous donner des atomes, ou on va vous donner un truc comme ça, ou on va vous donner de la thune. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner les jetons de nos blockchains. On va vous distribuer la valeur qu'on crée grâce à vous, on va vous en donner une partie.
C'est-à-dire qu'Osmosis a distribué une partie de ses jetons au Holder Atom. Persistence a fait pareil. Secret Network a fait pareil. Akash a fait pareil. Sentinel a fait pareil. Juno a fait pareil. Personne n'était obligé. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donc pris un snapshot de réseau autour de l'initiation de l'IBC, et après, ils ont dit « Ok, on va vous donner des jetons pour ceux qui détenaient avant ». C'est là que le business model se met en place. C'est ça que la plupart des gens ne comprennent pas sur ce mécanisme d'airdrop. Il est toujours rétroactif. C'est-à-dire que vous avez l'annonce longtemps après les snapshots. Et vous saurez quelle blockchain va vous dropper sans jamais savoir quel est le montant, etc. Ce business model s'est initié en 2021. C'est le premier dans toute l'histoire de l'écosystème crypto en général. En général, ces rétrocessions dues au fait que quelqu'un paye pour le développement global a toujours été inscrite dans le marbre, soit dans le tokenomics de Polkadot, soit d'Avalanche, etc. Dès qu'on construit un écosystème multi-chain, il y a toujours une forme de rétrocession qui est écrite dans le marbre. Chez Cosmos, il n'y en a jamais eu. Ça a toujours été, voilà, c'est comme ça. Venez, c'est gratos. Donc les gars se sont eux-mêmes installés pour dire, on va vous donner la valeur qu'on crée grâce à vous. Comme ça, airdrop. On vous demande rien en retour. Vous avez rien demandé, nous non plus. Bon, on va pas se mentir, de toute façon, les mecs qui ont créé les premières blockchains, c'était des mecs qui bossaient déjà dans l'écosystème Cosmos avant. Donc c'est les mêmes cypherpunks qui ont des idées un peu particulières comme ça. Mais il faut comprendre ce business model que la plupart des gens ne comprennent pas. Les airdrops se sont mis en place pour compenser le reçu de valeur donné par le développement qui, lui, est perçu en atomes. Donc il y a des atomes qui se vendent pour produire de la valeur dans l'écosystème, mais on ne reçoit pas la valeur sous forme d'atomes, on la reçoit sous forme d'autres tokens. Et c'est là que la symétrie se met en place sur le prix. Et c'est ça qui explique la lenteur du prix d'atomes depuis. Parce que, de manière constante, il y a la pression inflationniste plus les ventes de l'entreprise, qui programment derrière pour mettre des mises à jour, faire avancer le bordel, dont tout le monde bénéficie, mais les jetons atomes, eux, ils sont principalement vendus. La seule pression acheteuse, c'est la demande du jeton atome. Mais pas son utilité, puisqu'on ne reçoit pas en atome. On reçoit dans d'autres blockchains. C'est le premier mécanisme de rémunération, c'est de comprendre que ce que vous voyez quand vous regardez le jeton atome, vous ne voyez pas du tout la valeur d'un investissement atome. Parce que quelqu'un qui est investi en atome reçoit les airdrops. Ces airdrops ont une valeur, et vous ne les voyez pas du tout dans le prix du token atome. C'est ce qui explique une partie de la demande, puisqu'on l'a vu, la plupart des gens ne comprennent rien à Atom. Ils regardent et ils disent « mais il n'y a pas de transaction sur ce réseau, c'est tout pourri, pourquoi ça vaut aussi cher ?» Justement, il y a de la demande parce qu'il y a certaines personnes qui ont compris ce modèle économique. La principale demande d'Atom, c'est de comprendre ce cycle d'airdrop, et de comprendre que ça fonctionne de façon cyclique. Là, c'est la première génération d'airdrop qui ont été introduites par l'IBC, et là, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? C'est la deuxième génération d'airdrop. Ces premières blockchains de première génération, d'accord ? On va les remettre en place, là. Hop, 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 hop. Elles sont passées de 1 à 6. Et la deuxième génération, qu'on va changer de couleur. Comdex, Terra qui se rejoint, XO, Mediblock, SwiftChain, Starname, Sommelier, Desmos, Injective, Litecoin, Iris, c'était la première génération, Kava aussi, Bitsong, Regen, Keychain, Digmachin, Chihuahua, Stargaze. Vous voyez bien qu'en termes de chiffres, d'accord ? Au début, on passe de 1 à 6, 7, puis on passe de 7 à 30. Il faut que vous compreniez que c'est des générations de blockchain. La troisième génération qui viendra après, ce sera encore plus violent. Et aujourd'hui, on n'a pas fini la deuxième génération. C'est vraiment en cours. Je vous montre les testnets, vous allez péter une durite. Okay ? Voilà tout ce qu'il y a en cours, de toutes les blockchains qui commencent à se lancer. Vous avez par exemple Informal qui lance un testnet, SPM, MOT, machin. Donc, croyez-le ou non, mais la demande dans cet écosystème, elle est violente. C'est hyper demandé, le Cosmos SDK, parce que les gens commencent à comprendre. D'accord ? Alors, il y a plein aussi de projets de merde là-dedans, faut pas vous mentir. Mais bien entendu, l'écosystème est aujourd'hui de plus en plus demandé. Et la croissance de l'écosystème, on est en cours de la deuxième génération. Mais comme on l'a dit, tout est rétrocédé. C'est-à-dire que ceux qui reçoivent les airdrops de cette deuxième génération sont ceux qui possédaient les jetons au moment des airdrops, au moment des snapshots. Pas aujourd'hui. Si vous rentrez aujourd'hui, vous ne prendrez probablement pas les airdrops de deuxième génération, ce qui veut dire que pour vous, le mécanisme de reward, ce sera d'espérer être là pour les snapshots de la troisième génération d'airdrop qui viendra encore après. Vous saisissez ça ? C'est important, parce que le problème, c'est que la dilution
c'est de comprendre qu'il y a un mécanisme qui s'est mis en place au niveau de ces airdrops, on le voit très bien. Si vous regardez les airdrops de deuxième génération, la première génération, c'est simple. Il y avait le Cosmos Hub et il y avait les différentes blockchains qui sont venues se construire. Elles n'étaient pas nombreuses, donc qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles n'étaient pas obligées de le faire, mais elles ont donné une part significative de leur supply sous forme d'airdrop aux atom holders. Mais à l'époque, c'était unidirectionnel. C'était la blockchain en question vers Atom. Vous preniez tout. Donc pas étonnant que les gars qui ont reçu ces premiers airdrops, comme en plus de ça, toutes ces blockchains pratiquement de première génération ont toutes produit énormément de valeur, il n'y a qu'à voir le prix de l'Osmosis depuis, le prix d'un Juno, etc. Ces gars-là, avec ces airdrops, ont reçu plus d'argent que les gains qu'ils ont fait avec Atom. Ils ont donc très largement remboursé leur investissement initial. Donc si vous croyez que ces mecs-là, ils n'ont qu'une envie, c'est de vendre leurs atomes, non. Les gars qui étaient investisseurs Atom de première génération, et eux, ils sont assurés d'avoir fait de la thune. Mieux que ça, ils ont reçu gratos toutes les autres blockchains qui produisent aujourd'hui de la valeur au sein de l'écosystème. Et quand vous regardez le schéma d'airdrop, regardez aujourd'hui Atom, ah tiens, Osmo, ah aujourd'hui on donne plus qu'à Atom, tiens donc, XPRT, Atom, SCRT, Atom, Luna. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on récupère pas tout en tant qu'Atom Holder? Parce que nous on continue de développer pour tout le monde quand même, donc on devrait tout recevoir. Eh ben non. Et ça, c'est la deuxième dynamique qu'il faut que vous compreniez. C'est la raison pour laquelle ce mécanisme est en train de changer. Je vous explique. Ce que ça donne, c'est que les airdrops de deuxième génération sont certes plus nombreux, ça on l'a vu, mais ils vous diluent. C'est-à-dire que si vous achetez que de l'atome, aujourd'hui en disant effectivement, bon, je me fais pas chier à tout comprendre, c'est compliqué ce truc, je prends juste de l'atome et fuck off. Ben non. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des airdrops réalisés par les nouvelles blockchains, j'en prends une par exemple, je sais pas, au hasard, n'importe lesquelles, mais elles ont tous pris ce business model. Elles vont rémunérer un ensemble de blockchains, et particulièrement les blockchains de première génération. Aujourd'hui, la plupart des airdrops, je sais pas, par exemple, Desmos, c'était Cosmos, Liquidity Provider Osmosis et Holder Secret Network, je crois, ou un truc comme ça. Mais il faut comprendre que c'est vraiment en train de se construire... Ah pardon, et Holder Juno. Mais donc de comprendre que la même part de capital qui, en première génération, a été donnée exclusivement au Holder Atom, ce qui leur a permis de percevoir une valeur de cochon qui compensait, encore une fois, la faible performance du jeton. Hein, tout le monde disait Atom c'est nul, ça monte pas, etc. Mais les gars derrière ils ont pris une blinde avec les airdrops. Et ça c'est pas dans le prix, c'est bonus à côté. Ok ? Et les gars se sont blindés, hein, se sont vraiment blindés. Bref, deuxième génération, bah, vous n'avez plus qu'un quart de la market cap qui sera airdroppée qui vous arrive. Donc il faut comprendre qu'il y a plus de blockchains qui arrivent, mais vous êtes de plus en plus dilués. Donc la part relative du bénéfice que vous réalisez, elle devient de plus en plus incertaine. Il y a plutôt intérêt à ce que l'adoption soit si grande que la dilution de votre valeur soit si faible. Mais plus on va avancer dans ce modèle, d'accord ? C'est-à-dire quand on va passer en troisième génération, vu que la croissance est parabolique, mais que la plupart des projets qui se créent, c'est de la daube, hein, on va pas se mentir, c'est un écosystème comme dans la microéconomie. Hein. La plupart des projets, c'est de la merde. Il y a quelques pépites qui se cachent au milieu, bien entendu, et la première génération a sorti énormément de valeur, et en plus, vous en perceviez la plus grande partie. Voilà la troisième mécanique. Ceux qui sont arrivés tôt dans l'écosystème ont perçu la plus grande valeur. Ceux qui arrivent tard vont percevoir beaucoup de valeur qui ne vaut rien, sous forme de très nombreux petits airdrops. Mais en plus de ça, ceux qui ont vraiment de la valeur, vous en recevrez moins, parce que cette valeur sera diluée entre plusieurs projets. Au lieu d'airdropper un seul truc, on en airdroppera 4, 5, etc. Plus l'écosystème mature, plus les jetons de valeur sont nombreux, plus les airdrops leur seront donc destinés, ce qui dilue mécaniquement ce que vous allez recevoir en tant que holder Atom. Voilà pourquoi on ne peut pas juste holder Atom dans l'écosystème Cosmos aujourd'hui. C'est trop tard pour ce business model trop simple. Mais pour ça, il faut comprendre ces dynamiques. Parce que la pression vendeuse sur le jeton Atom pour le développement, elle est constante, elle ne change pas. Donc pour compenser cette pression vendeuse, il faut des acheteurs. Donc il faut une raison de faire payer ce réseau. Et c'est certainement pas en continuant de diluer la valeur de Cosmos au travers des générations, du Cosmos Hub, que ça va maintenir une pression acheteuse. C'est ça le problème du Cosmos Hub. Mais à tout problème, une solution. C'est pour ça qu'il y a une nouvelle roadmap sur Cosmos. Et c'est pour ça que cette roadmap, perso, je la trouve très intelligente, tout en restant en respect des idéaux du Cosmos Hub de départ, qui est que tout ce qu'on crée sert à tout le monde et qu'on n'imposera jamais rien. Comment voulez-vous réussir à percevoir une valeur dans un écosystème avec un idéal pareil ?
Tous les autres ont choisi de percevoir d'une façon ou d'une autre et de l'ancrer dans le code pour que ce ne soit pas remis en question. L'incertitude sera toujours là par rapport au Cosmos Hub. Et elle se cristallisera particulièrement en 2022 parce que son rôle va être mis sous pression. Son rôle initial, qui a été mal compris, c'était de percevoir une valeur indirecte et une valeur énorme. Les gens qui ont mis 10 000 € dans le Cosmos Hub en 2021 ont perçu bien plus qu'un x5. Bien plus, puisqu'ils possèdent aujourd'hui des jetons Osmo qui leur ont été offerts et qui valent bien plus que 5 fois la hausse du jeton Atom de l'époque. Le ratio réel de gain pour quelqu'un qui a acheté des Atoms en 2020, c'est énorme. Parce qu'il possède aujourd'hui tous les airdrops de première génération, Osmosis, Juno, etc., qui se font en plus airdropper aujourd'hui en deuxième génération. Donc il faut comprendre que ces gars-là, ils n'ont jamais rien payé pour avoir tous les bons jetons qui sont aujourd'hui airdroppés en plus de deuxième génération. Autrement dit, quelqu'un qui a investi juste dans Atom en 2020 n'a plus rien à faire aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, il reçoit la valeur, directe et indirecte, des interactions complexes de cet écosystème. Parce qu'il est déjà positionné sur les projets cœurs, et que les projets cœurs de demain qui vont émerger vont probablement l'airdropper, quoi qu'il arrive de toute façon, puisqu'il a mainmise sur pratiquement tout l'écosystème. Le seul choix d'un mec qui a acheté de l'Atom en 2020, c'est de dire « Ouais, ce truc-là, j'en veux pas, ça m'intéresse pas, je le vends. » Pour récupérer des bénéfices, sans avoir rien fait, puisqu'ils sont donnés, ces jetons. Donc il faut comprendre qu'un investisseur initial de Cosmos, il a le rôle du pacha. Il n'a qu'à choisir ce qu'il veut garder et il sait que de toute façon, il est déjà correctement positionné dans l'écosystème. Donc oui, à l'époque, acheter que Atom, c'était facile et c'était très bien et ils sont très confortablement installés aujourd'hui, ces gens-là. Mais vous, s'il s'agit de rentrer aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même mécanique de prix qui est derrière pour vous. Il faut comprendre que vous, le risque, c'est que la suprématie du Cosmos Hub, étant diluée au fur et à mesure des différentes générations par d'autres créateurs de valeur, eh ben votre part relative de rémunération se diminue, alors que la pression vendeuse se maintient tous les ans. La part inflationniste, elle ne vous sanctionne pas, puisqu'on a dit, tant que vous stakez, tout va bien. Mais vous êtes quand même dilué 5% par an des ventes qui permettent de financer ces entreprises, qui codent pour le bien-être de tout le monde. Sans aucune assurance que ce bien-être qui vous coûte vous soit rémunéré. Donc vous comprenez que ce business model du Cosmos Hub de 2020, il ne fonctionnera pas en 2022. C'est pour ça qu'ils ont dû poser la question, quelle est la place du Cosmos Hub dans le futur ? Parce que ça peut plus simplement être de servir à financer l'écosystème et de recevoir de façon indirecte et non écrite dans le marbre ce truc-là. Alors la solution simple, ça aurait été de dire on va l'écrire dans le marbre, c'est-à-dire que la roadmap 2.0, les trucs qu'on va produire, c'est que le Cosmos Hub qui pourra les utiliser. Eh ben non, comme c'est leur vision initiale, les mecs ont dit que dalle, on va rester fidèle à la vision initiale, on va trouver une solution. Voilà ce qu'ils nous ont sorti, roadmap 2.0. Alors je ne vais pas vous mentir, quand ils l'ont sorti, la roadmap 2.0, voilà les réactions de prix. Donc apparemment ça plaît aux investisseurs. Moi, je ne vais pas vous mentir, étant investisseur Cosmos, la roadmap 2.0 me plaît. Mais elle n'est pas sans risque. Parce que l'année 2022 va être pleine de challenges et qu'ils ont plutôt intérêt à réussir cette roadmap. Parce qu'une roadmap, c'est annoncé, mais c'est quelque chose qui va arriver. Donc ce qui m'intéresse, c'est les timings. Voilà où on en est. Cette année, 4 upgrades, Q1, Q2, Q3, Q4. Facile. Ok ? Donc ils sortent plutôt en général à la fin. Donc là, c'est plutôt fin mars qu'on devrait voir ça. Qu'est-ce qu'ils nous proposent ? Ok, des modules de liquidité pour le Gravity Dex, l'IBC qui passe en version 3, qui va nous rajouter, Interchain Account Module, ça c'est intéressant, ok, blablabla, à quoi ça va servir ? Une blockchain host va pouvoir contrôler les modules d'identification d'une blockchain contrôleur, ok, cool. Donc en gros, on va pouvoir, avec une blockchain, réaliser des actions sur une autre blockchain. Évidemment, tout ça, comme d'hab, à la façon Tendermint et Cosmos, c'est-à-dire tout est permissionné, tout est optionnel, bref, rien n'est imposé. Et tout le monde pourra le faire, pas que le Cosmos Hub. Mais la vision qu'ils essaient de mettre en place, c'est qu'ils veulent donner un rôle de service au Cosmos Hub. Premier des éléments de réponse sur la réponse qu'ils ont apportée à cette problématique. Comment on peut redonner de la valeur au jeton Atom sans forcer ? Ok ? C'était hyper compliqué à faire comme truc. Ok, pas mal.
Donc on va le voir, hein, ça permet donc de créer différents comptes sur les autres blockchains, etc. Ça permet donc de réaliser des actions permissionnées sur des blockchains de l'écosystème, qui elles-mêmes choisissent ou non d'activer ce module. Si les différentes blockchains, qui restent donc souveraines sur leur blockchain, décident de ne pas activer ce module, c'est pas le Cosmos Hub qui viendra de lui-même forcer l'accès. C'est pas possible. Donc il y a un premier aspect à ce truc-là que la plupart des gens ne comprennent pas. Pourquoi j'ai envie de voir comment va se dérouler cette mise à jour du Cosmos en général? Parce que ça va être comme un vote de confiance. Si tout le monde active le module comme ça, on sait bien à qui va servir ce module. Il va principalement servir à changer la direction du Cosmos Hub. Donc si l'ensemble de l'écosystème accueille positivement ce truc-là en acceptant l'IBC 3.0, en activant l'Interchain Account Module et en autorisant certaines actions du Cosmos Hub sur leur blockchain, ce sera un vote de confiance que l'écosystème veut maintenir une utilité centrale du Cosmos Hub dans l'écosystème. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de débats autour de cette mise à jour et que ce ne sera clairement pas consensuel. Donc je m'attends toujours à ce qu'il y ait de la volatilité au sein du premier trimestre sur Cosmos. Deuxième trimestre. Là, on est sur autre chose, mais encore une fois, un truc très intelligent. Bon, je vous laisse regarder un peu tous les détails. C'est évidemment donc solidifier les capacités de ces interchain modules, que ce soit pour du NFT, différents modules derrière, etc. Donc toujours pareil, qui serviront à tout le monde. Ça permet encore une fois de nouvelles fonctionnalités qui permettront à de nouvelles blockchains d'arriver dans l'écosystème. Le but de Tendermint Inc., etc., c'est l'adoption de l'écosystème, pas de forcer le Cosmos Hub. Ok? Mais ils veulent le faire naturellement. Pour moi, le point qui m'intéresse particulièrement dans ce truc-là, c'est l'aspect WASM. C'est-à-dire que le Cosmos Hub, là, d'accord, va devoir voter sous forme de gouvernance, c'est-à-dire que c'est les gars du Cosmos Hub qui vont le décider, si on peut mettre ou pas une instance Cosmosm. Alors Cosmosm, c'est ce qui est en cours aujourd'hui chez Juno, c'est le modèle de langage smart contract qui existe actuellement pour l'instant dans l'univers Cosmos, principalement via Juno. C'est ni plus ni moins qu'un système de smart contract. Smart contract, vous savez à quoi ça sert? Ça permet d'automatiser, sous certaines conditions, des actions. Ce que veut donc faire le Cosmos Hub, c'est de permettre d'automatiser certaines actions, pas uniquement sur le Cosmos Hub, puisque vous avez compris, si vous avez compris à quoi sert l'interchain machin, ils veulent faire en sorte que vous puissiez, depuis le Cosmos Hub, automatiser vos actions sur le reste de l'écosystème. Est-ce que c'est pas con ça quand même, hein? Et oui, c'est ça qu'ils veulent faire. Ce que veut faire le Cosmos Hub, c'est créer une utilité du Cosmos Hub comme d'un hub qui permet de réaliser les actions de façon décentralisée et permissionnée sur toutes les blockchains qui accepteront de le faire. Autrement dit, depuis le Cosmos Hub, je pourrais par exemple paramétrer, de dire « Ok, je valide sur Stargaze, j'ai des revenus de staking qui sont en attente. » En une seule transaction, je peux du coup programmer un smart contract qui, par exemple, tous les 7 jours, va récupérer mes bénéfices de staking et restaker, par exemple. C'est pas mal ça, non? Vous trouvez pas? Voilà, par exemple, une des utilités qu'ils veulent faire dans le Cosmos Hub. Le rendre programmable, d'accord, sans que ce soit un hub de smart contract à la Juno. Le but, ça va être de programmer des smart contracts de gestion à l'intérieur de l'écosystème. Ou par exemple, maintient 20% de Stargaze dans mon portefeuille. Et du coup, si j'ai Stargaze, Osmosis, Secret, etc., tous les 20 jours, par exemple, dans un smart contract, repondère-moi le portefeuille en fonction des différents bénéfices, par exemple. Tout un tas de processus de gestion qui pourraient être commandés de façon centrale par le Cosmos Hub. Pas con quand même, non, en termes d'utilité? Oui. Bon, ça, c'est Q1, Q2. Ok, donc ça s'arrête pas là, puisque comme on l'a dit, ça, c'est pas que Cosmos qui va pouvoir le faire. N'importe quelle blockchain qui activera ce truc-là pourra servir de hub central pour faire ce genre de conneries, etc. N'importe qui pourra donc faire ça. Aujourd'hui, pour le faire, il faut passer par Juno, parce que c'est Juno qui permet de réaliser ces actions. Donc comprendre que Juno peut déjà aujourd'hui, théoriquement, faire ce genre de truc. Avec l'Interchain Account, ils pourront le faire avant le Cosmos Hub. Permettre donc de programmer, dire sur Akash, je veux récupérer, puis voilà. Aujourd'hui, les smart contracts Cosmosm, c'est Juno qui les réalise. Ce que veut faire le Cosmos Hub dans sa mise à jour Q2, c'est de pouvoir le faire aussi. Mais c'est de comprendre que ce qui est intéressant dans cet écosystème, c'est que chacun fait ce qu'il sait faire de mieux. Juno, ce qu'il sait faire de mieux, c'est produire des smart contracts, pas gérer la redistribution de valeur à l'intérieur de l'écosystème. Donc, évidemment, je pense que Cosmos Hub a un tout intérêt ici à mettre ça en place pour, d'une part, décharger Juno, pour que Juno continue de faire ce qu'ils savent faire de mieux, et que le Cosmos Hub fasse faire ce genre de truc-là. Ok? Mais ça suffira pas.
comme on l'a dit, ça ne peut pas suffire. C'est intelligent pour créer de l'utilité au Cosmos Hub, mais ça ne suffira pas à ancrer sa valeur. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus ? Je trouve que la réponse a été hyper intelligente. Comme on ne peut pas imposer un truc qui sera unique sur le Cosmos Hub et du coup pas accessible aux autres, on ne peut pas, c'est contraire à notre vision. On ne peut pas imposer non plus une vision verticale, donc comment on va faire ? Quel est le seul truc que possède le Cosmos Hub que n'ont pas les autres, sans qu'on ait besoin d'imposer quoi que ce soit ? La sécurité. Le seul truc qu'a le Cosmos Hub, c'est sa market cap. Donc pourquoi ils ont mis en place l'Interchain Security ? Bon, déjà d'une, ça faisait partie de la roadmap dès le départ, de la vision du Cosmos Hub, de placer le Cosmos Hub comme un centre de validation. Mais pourquoi ils ont placé ça au cœur de la roadmap 2022 ? Parce que c'est probablement le seul moyen de sauver le Cosmos Hub et d'ancrer sa valeur à tout jamais dans l'écosystème. De le faire transitionner d'une réserve de valeur qui sert à financer le développement dont tout le monde bénéficie et le rend de façon inconditionnelle via des airdrops. Ce modèle, comme on l'a vu, ne pourra probablement pas durer dans le temps au fur et à mesure de la croissance de l'écosystème et donc de la dilution de la valeur entre les différents acteurs qui y participent aujourd'hui, puisque le Cosmos Hub ne joue plus ce rôle central de pôle de liquidité, puisque d'autres le font également. Donc il faut bien faire autre chose. Il faut fournir de la sécurité. Le Cosmos Hub ne sera pas le seul à le faire. La plupart des grosses blockchains qui ont une grosse market cap dans l'écosystème loueront probablement également leur sécurité. Mais l'Interchain Security, qui donc lâché en première version au Q3 et en version plus intelligente et plus utilisée au Q4. Donc fin 2022, on aura l'Interchain Security qui permettra au modèle économique actuel basé sur les airdrops de changer, de fournir une autre forme de valeur disponible pour les holders Atom. Plus simplement basé sur cette incertitude de recevoir ou non des airdrops qui compenseront le coût inhérent et régulier de développement dont tout le monde bénéficie. Mais de l'ancrer dans un modèle toujours aussi permissionné et non imposé de sécurité. De dire, et c'est tout à fait normal, le Cosmos Hub, c'est la plus grosse blockchain de l'écosystème Cosmos, et ils entendent bien que ça le devienne encore plus, va jouer le rôle de hub central de sécurité. Qu'est-ce que le Cosmos Hub peut apporter comme fonctionnalité cœur que n'auront plus à apporter les autres derrière ? Une sécurité pure. Et c'était hard-codé dès le début, cette inflation qui vous invite à valider le réseau, etc. La vision Cosmos, elle était claire depuis le début, mais personne n'a rien compris. Que d'abord, cette rémunération se ferait sous une forme un peu inconditionnelle, le temps qu'on mette en place cette sécurité partagée. Mais c'était vu depuis le début. Le tokenomics de Cosmos est fait pour maximiser la sécurité parce qu'il ne sert à rien d'autre. Au début, il fournit des financements qu'il reçoit en percevant la valeur dérivée de ceux qui participent à cet écosystème pour qu'il se développe. Et dans un second temps, quand ce revenu deviendra plus incertain, l'intérêt est de réussir, entre-temps, cette transition de validateur central de l'écosystème. Et permissionné, personne ne force rien du tout. Mais la sécurité, c'est la market cap. Dans un proof of stake, on est bien d'accord. Pour que la sécurité maximale soit assurée, il faut que la preuve d'enjeu soit la plus élevée possible, pour que la volonté de corrompre soit nulle ou non économiquement rentable. Et c'est là que ça change tout pour Cosmos. Pourquoi je pense que le jeton Cosmos vaudra énormément plus cher dans un an ? C'est parce que son modèle économique va intégralement changer. D'une part, parce que, au part des années de développement, la part relative de l'entreprise dans les fonds va se réduire. Ils vendent régulièrement pour financer leur développement. Il faut comprendre que si la valeur du jeton augmente significativement, leur coût de fonctionnement ne va pas augmenter, ce qui fait que leurs ventes vont donc se réduire. Eux, ils veulent le même montant en dollars pour couvrir les dépenses. Donc si le prix du jeton d'un coup fait x4, qu'est-ce qui se passe ? Ils vendent 4 fois moins de jetons. Donc plus le prix du jeton monte, plus les pressions vendeuses des entreprises qui développent baissent, ce qui augmente de facto la durée de vie du développement. Donc encore une fois, l'écosystème Cosmos, en général, a tout intérêt à ce que Atom monte. Parce que tout le monde est gagnant. Donc personne dans l'écosystème ne veut tuer Atom. Aucun intérêt. Mais on étudiera quand même cette probabilité. Ok. Donc, qu'est-ce que ça donne sur le prix ? Sur la transition. C'est bien de comprendre que ce qu'on a aujourd'hui, c'est le business model 1. Il est sous forme de cette espèce de range haussier. Ça monte un peu, mais on hésite, parce qu'effectivement, ce business model n'est pas durable. Donc la question qui justifie cette espèce de range haussier, c'est ni plus ni moins que la structure du modèle.
La valeur réelle perçue par les investisseurs historiques n'est pas du tout visible là-dedans. Là, tout ce qu'on y voit, c'est la valeur intrinsèque du jeton Atom, qui n'est pas du tout la valeur réelle perçue, due à tous les airdrops de première et deuxième génération en cours que tous ces gars-là reçoivent. Pour ceux qui, comme moi, sont arrivés dans la deuxième génération, on a une hausse de prix, on a des revenus de staking et les airdrops de deuxième génération. Tout ça, ça nous permet d'acheter les jetons de première génération qu'on n'a pas reçus gratuitement, nous. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mes revenus de stacking et des différents airdrops que je veux pas m'ont servi à acheter, gratos, sans sortir de thunes, les airdrops de génération 1 qui constituent aujourd'hui des piliers de l'écosystème et qu'il faut absolument avoir. Mais si vous, aujourd'hui, vous rentrez aujourd'hui, cette saison d'airdrop, elle n'est pas pour vous, puisque les snapshots ont tous été faits la fin d'année dernière. Bon, il y en aura peut-être quelques-uns qui seront faits maintenant, mais la plupart des snapshots ont déjà été faits. Donc vous, la perception de valeur relative qui compense le fait que la boîte vend en permanence pour financer, vous êtes gêné. Bon, on ne parle pas d'une grosse dilution, comme on l'a dit, c'est 5% par an, hein, vous ne vous faites pas diluer non plus vénère, quoi. Mais ça reste quand même que il y a peu d'utilité intrinsèque au jeton, si ce n'est de percevoir ces revenus divers, mais qui ne sont pas des revenus Atom, et qu'en plus vous ne pourrez pas recevoir. Donc acheter aujourd'hui Atom, c'est très compliqué puisqu'on est au devant du changement de modèle. Donc il faut que vous compreniez ce changement de modèle pour savoir qu'est-ce qu'il va produire. Si le changement de modèle réussit, on l'a dit, on va passer d'un revenu stream indirect très bizarre à un revenu de staking alloué à la sécurité. Si vous comprenez le business model de la sécurité partagée, c'est donc de dire, si je prends les blockchains de troisième génération, qui vont arriver après, qui vont grossir encore cet écosystème, elles vont peut-être airdropper un peu Atom, un peu Stargaze, un peu machin, bref, la part d'airdrop que je vais recevoir n'est pas géniale, et en plus, 80% de ces projets seront probablement de la merde. Donc les 20% de projets, ou même moins, qui auront réellement de la valeur, j'en recevrai très peu en tant que simple holder Atom. Donc première des choses, si vous investissez aujourd'hui, il faut absolument faire comme moi et acheter les projets cœur qui interagissent fortement avec l'écosystème, puisque vous ne les recevez pas gratos. Moi, Stargaze, je me suis fait airdropper, mais vous, il faudra l'acheter, par exemple. Juno, pareil. OK ? Tous ces trucs-là, il va falloir vous-même, vous, interagir dans l'écosystème en achetant. Donc, l'investissement que vous voulez faire dans l'écosystème ne peut absolument pas se limiter à un achat d'atomes. C'est plus possible aujourd'hui. Il faut au moins acheter les projets cœur. C'est essentiel. OK. Deuxième mécanisme de rémunération sur Atom, est-ce que ça va donc produire sur le prix d'Atom si la transition d'Atom réussit en tant que hub central de sécurité, sorte de coffre-fort de validation de tout l'écosystème? Ça fait que la plupart des petites blockchains, demain, elles vont utiliser la sécurité partagée parce que ça permet d'éviter de constituer un set de validateurs, etc. C'est beaucoup plus facile pour lancer rapidement sa blockchain. Bon, bah du coup, elles vont louer la sécurité d'Atom et elles vont devoir rémunérer cette sécurité dans leurs jetons. Donc le principe de rémunération, ce sera de dire, je valide la petite blockchain et je reçois son jeton. Le même business model qu'avant, sauf qu'au lieu que ce soit centré sur une promesse de retour sur investissement indirect et non gravé dans le marbre, là c'est « ok, je te valide, t'as pas le choix, tu dois me donner le jeton. Mais je t'oblige pas à valider, c'est toi qui viens vers moi. » Le rôle central du Cosmos Web viendra du fait que cette blockchain pourra très bien choisir des validateurs d'autres blockchains ainsi que constituer son propre set de validateurs. Mais le choix de référence se fera toujours par rapport à la sécurité, c'est-à-dire la market cap. Si Atom sécurise une grosse market cap, ce sera le choix de défaut de toutes les blockchains qui veulent utiliser de façon conditionnelle la sécurité partagée. Et comme il y aura un grand nombre de ces blockchains, la demande sera grande. Comprenez donc que dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe pour le jeton Atom en termes de prix? Si le jeton Atom est le choix de défaut de la sécurité partagée parce que c'est la plus grosse, elle participe donc à la création de valeur de la plupart de l'écosystème. Vous recevez des petits rewards dans les jetons comme avant, mais surtout, plus vous allez sécuriser de blockchain, plus le fait de dériver cette sécurité fait que pour maintenir un niveau de sécurité minimal, il va falloir monter le prix du jeton. Eh oui, c'est ça le business model d'Atom s'il réussit à valider les autres blockchains. C'est qu'on aura des petits revenus sous forme de différents jetons, d'accord ? Et la sécurité est optionnelle, c'est-à-dire que tout est permissionné. La blockchain qui veut être validée par l'écosystème Cosmos, il va falloir également que les validateurs Cosmos le décident. C'est d'un commun accord.
On refera une vidéo par rapport à Citadel et sur l'intérêt des validateurs Cosmos dans le choix et l'orientation que prendra l'écosystème, parce que ça méritera 1 heure de vidéo rien que pour ça aussi. Mais c'est de comprendre que dans tous les cas, les validateurs du Cosmos Hub vont probablement targeter principalement les actifs de valeur et pas les shitcoins. Et que si cette blockchain valide des actifs de valeur, le risque de corrompre ces blockchains est donc compensé par la valeur du jeton Atom. Donc plus ces blockchains produisent de la valeur, plus l'écosystème dans son ensemble produit de la valeur, plus mécaniquement, sans avoir d'aspect cannibale, cette valeur se traduira sous forme de sécurité, donc de market cap du jeton Atom. Et tout ça sans forcément réaliser des millions de TPS, etc. Puisque Cosmos ne servira à rien, le travail sera fait par les validateurs. Les transactions réelles à l'intérieur du Cosmos Hub, ce sera, comme on l'a vu, des interactions de smart contracts pour aller, par exemple, récupérer les profits de ceci, cela, repondérer les portefeuilles, vendre les shitcoins, etc., ces trucs-là. Ce sera juste de la programmabilité d'actions, de répartition de capital à l'intérieur. Autrement dit, ce n'est pas le Cosmos Hub qui va réaliser des millions de transactions par seconde. C'est pas ça la valeur du Cosmos Hub. C'est sa sécurité. Donc sa market cap. Et si jamais ce pari est réussi, plus l'écosystème grandit, et comme on l'a vu, c'est parabolique, plus mécaniquement, la valeur du jeton Atom doit augmenter pour maintenir un niveau relatif de sécurité dans l'écosystème, pour toutes les blockchains qu'elle validera. Et en plus, des petits revenus passifs dans les jetons des différentes blockchains qui seront validés par les trucs. Tout ça optionnel, hein, comme on l'a dit, c'est un écosystème extrêmement complexe. Savoir quelle forme ça prendra, c'est impossible. C'est justement un peu comme ce truc-là avec un système entrelacé. Et ça fait partie, depuis le début de la vision Cosmos. Mais de comprendre que ce que veut faire Cosmos 2.0, c'est rendre Cosmos la blockchain la plus sûre de tout cet écosystème pour pouvoir louer cette sécurité derrière. Et de comprendre que ce business model, en termes de prix, qu'est-ce que ça donne? Puisque le rendement passif d'Atom est très faible. Le rendement de staking, dites-vous que par exemple, si je prends une calculette, et que je vous dis, on l'a vu, l'inflation est de 7% quand on a plus de 66% des jetons stakés. Encore une fois, si l'intérêt du Cosmos Hub c'est de valider, il y aura probablement 80% de stakers, voire plus, puisqu'il y aura très peu d'intérêt d'avoir des Cosmos liquides, autrement que fournir de la liquidité ou d'autres trucs comme ça. Donc une grande partie des atomes sera probablement non circulante, ce qui augmentera de facto la volatilité, mais qui réduira le rendement. Le modèle d'inflation, c'est 7%, et après, s'il y a 80% de stakers, vous ne recevez que 8,75. Si on retire les 7% d'inflation, qui sont donc une dilution de la valeur, vous percevez un rendement réel d'1,75% par an. On n'est même pas au niveau d'un 10 ans américain, là. Donc c'est vous dire que leur rémunération est quasi nulle. Donc cette rémunération, elle viendra principalement des différents jetons, qui viendront ajouter un peu à ces 1,75. OK ? Mais surtout, qu'est-ce qui se passe ? Ça diminue le flottant, la market cap circulante. Ce qui fait que derrière, la moindre demande pour obtenir ce type de rendement va se catalyser par des hausses de prix. Autrement dit, le comportement du Cosmos Hub, ce sera plutôt un actif risk-off, très peu volatile, plus qu'un machin qui fera pump and dump de 80% à chaque cycle boursier. Ce sera vraiment un stockage de valeur, Atom. Ce sera l'ancrage de valeur et de rendement de l'écosystème. Tout comme je vous ai souvent dit qu'Ethereum était l'ancrage de valeur de l'économie en général, de la macroéconomie, je pense qu'Atom, à terme, va devenir l'ancrage de la valeur en microéconomie. C'est un peu comme le Russell 2000 aux États-Unis. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Je pense que Atom ne sera pas du tout un jeton hyper volatile pour spéculateurs avisés, etc., mais un énorme stockage de valeur type bon du trésor. Un rendement garanti, mais faible, et ça, c'est souvent alloué à un très très fort prix. Donc une grosse market cap, c'est QFD. Si ce modèle de transition Cosmos réussit, ce à quoi va ressembler le prix de Cosmos n'a rien à voir avec cette espèce de range haussier qu'on connaît aujourd'hui. Quand je vous parle de rupture radicale sur Cosmos, beaucoup ne comprennent pas du tout ce que je veux dire. Ils sont là, ouais, mais il est fondu, Phil, avec son truc de vaccin qui est tendu, je sais pas quoi. Non, la vaccin qui est tendu, c'est un modèle que je connais très bien, qui est d'ailleurs en place en ce moment sur Atom, jusqu'à preuve du contraire, mais c'est pas garanti. Mais c'est de comprendre que si la tendance émerge sur Atom, ça veut dire que ça, c'est la zone de valeur qu'on va quitter. Pourquoi ? Pour passer sur un nouveau modèle économique. Un modèle économique basé sur la valeur du jeton et sa rareté.
puisque très peu de jetons qui circulent, beaucoup de jetons qui reçoivent un revenu passif, faible, mais existant. Donc c'est quoi l'intérêt d'avoir du jeton Atom? Est-ce que c'est d'attendre que le machin ait fait x10 pour acheter là-haut et recevoir 2% par an? Bah non. Le principal intérêt aujourd'hui du jeton Cosmos, c'est d'anticiper la réussite de ce système. Parce que si ça réussit, le prix va se déplacer vénère. Vers une autre zone de prix. Je ne sais pas laquelle, j'ai des hypothèses. Voilà les hypothèses que j'ai. Elles sont évidemment, et elles peuvent mettre des étoiles plein les yeux, mais comme je vous l'ai dit, ça ne se fait pas sans risque. Il faut réussir cette roadmap, il faut que l'accord de confiance, qui n'est absolument pas imposé, mais qui sera permissionné à chaque étape, réussisse. Mais j'ai pas peur de dire que si tout ça réussit, et que le Cosmos Hub, dans un an, est légitimement reconnu comme le stockage de valeur de l'écosystème Cosmos en général, qui représentera probablement une monstruosité de valeur, c'est un peu comme la microéconomie aujourd'hui. Si le Cosmos Hub sécurise une partie des revenus et sécurise la valeur dans le Cosmos Hub, j'aime autant vous dire que ce sera un jeton aussi demandé qu'Ethereum. J'ai pas peur de dire qu'en termes de market cap, je vous ai dit l'autre jour, je pense que Link a toutes les chances d'aller se positionner numéro 3, puisque son interaction, si Link également réussit sa roadmap, sera probablement d'exécuter le déclenchement de smart contracts. Ethereum, son rôle, ce sera donc d'assurer la sécurité de l'exécution des transferts alloués aux smart contracts. Link gérera la conditionnalité des smart contracts. Et Atom, il fera quoi alors? Eh bien Atom, il sécurisera toute la microéconomie et il permettra d'en garantir effectivement la sécurité partagée via des revenus passifs très faibles, mais une market cap très élevée et très très demandée. Il sera probablement beaucoup moins volatile que ses collègues. Mais par contre, il y a un truc qu'il va falloir comprendre, c'est que si ça marche pour Atom, il va y avoir un breakout, c'est-à-dire un changement fondamental du modèle. On quitte le modèle en cours, qui est plutôt des pressions baissières dues à des financements qui perçoivent de la valeur Atom et qui rémunèrent sous une autre forme, sous d'autres jetons. Ça, à terme, je pense que si ça se maintient sous cette forme-là, on finira par avoir des creux et sommets descendants qui mettront des pressions baissières sur l'Atom. Je ne pense pas que l'Atom va s'écrouler, mais qu'au fur et à mesure du temps, il peut clairement perdre de la valeur due à la dilution de sa valeur par les ventes de l'entreprise et le fait que cette valeur se retrouve dans le reste de l'écosystème. Donc le risque sur Atom, c'est que si vous misez tout dessus et qu'il perd de la valeur, vous passerez à côté de la valeur qui sera récupérée par les autres. Si le Cosmos Hub meurt, comme toutes les fonctions qu'il est supposé remplir, elles seront peut-être pas remplies par lui. Vous croyez quoi? Qu'elles seront remplies par personne? Ça veut dire que la sécurité, elle sera partagée par Osmo, SwiftChain, etc. Bref, si Cosmos Hub meurt et n'assure pas ce rôle de sécurité un peu central de façon naturelle et non imposée, quelqu'un d'autre le fera. Et ce quelqu'un d'autre, vous avez plutôt intérêt à l'avoir acheté. Donc il ne faut pas tout miser sur le Cosmos Hub. Et dans votre investissement, si vous aviez envie d'investir sur ça aujourd'hui, comprendre que la part relative que vous allez mettre en Atom par rapport aux différentes blockchains cœurs de cet écosystème qu'il faut absolument avoir aussi, c'est la probabilité que vous pensez qu'aura cet écosystème de réussir. Si vous pensez que c'est 50-50, vous mettez 50% d'Atom, 50% des autres blockchains. Si vous pensez que le Cosmos Hub va réussir, vous pouvez surpondérer un peu en Atom. Atom reste aujourd'hui le jeton central par sa market cap. Il faut que vous en ayez plus que les autres blockchains, mais en avoir que, c'est pas possible non plus. Parce que ça veut dire que vous misez sur 100% de chance que ça réussisse. Ça n'est pas possible en trading. Ok? Par contre, qu'on se le dise, si le business model change en vue de la sécurité partagée, ce sera un breakout, c'est-à-dire qu'on quitte cette zone de prix pour s'installer ailleurs. Pour moi, le minimum, c'est 120 $. Et comprenez que ce n'est pas une bulle, ça ne va pas monter puis reperdre 60% derrière. C'est un shift de valeur, un déplacement de valeur de la zone A à la zone B. Et comme je vous l'ai dit, de par sa nature intrinsèque, l'aspect cyclique de l'écosystème Cosmos sera probablement maintenu. Je pense que Cosmos est un jeton qui fera ça pour toujours. Ok? Et plus l'écosystème grandit, plus théoriquement le prix sera élevé parce que, encore une fois, on ne sera pas sur un truc qui va monter à 45 degrés. Parce qu'encore une fois, la grosse partie des revenus perçus, elle sera sous forme d'autres jetons. Mais de comprendre que le changement d'un modèle non permissionné, airdrop, vers un modèle sécurité partagée et revenu de staking dérivé, ça n'est pas du tout le même prix pour le jeton. Et si vous comprenez ça, j'ai rien d'autre à vous apprendre. Le pari sur Atom, c'est un pari qui peut rapporter gros, mais qu'il ne faudra surtout pas faire après.
Autrement dit, la rentabilité du jeton Atom post-transition sera probablement la même que celle qu'elle est aujourd'hui. Autrement dit, tout le monde va trouver que c'est lent, que c'est mou, etc. Et qu'en plus, la différence, c'est que si ça se produit, ça va coûter une putain de blinde pour réussir à récupérer les mêmes montants qu'aujourd'hui. Donc le Cosmos Hub, c'est un pari. Et si vous pariez tout sur la réussite, ça ne marche pas. Maintenant, moi personnellement, j'ai pas de mal à voir la qualité de ces gars-là, à voir l'intelligence de la roadmap. Je pense que ça va marcher. C'est également donc pour ça que je surpondère ce jeton dans mon portefeuille. Vous faites vos propres choix. Soyez grands. Mais comprenez que ce n'est pas optionnel de n'avoir les autres jetons de l'écosystème. C'est votre assurance de rester exposé à l'écosystème, même en cas d'échec du Cosmos Hub. Voilà, vous savez tout. Je vous ai tout donné. 1 heure d'émission. Putain, c'était long. Mais il fallait qu'on passe par là. C'est essentiel que vous compreniez comment tout ça fonctionne. Pourquoi il y a des cycles d'investissement sur Cosmos? Parce que c'est ancré sur cette saisonnalité d'airdrop, etc. Que ce modèle va probablement changer et que si on passe sur un modèle de sécurité partagée pour le Cosmos Hub, son prix va sérieusement se décaler vers une autre zone puisque ce ne sera plus du tout le même modèle économique. C'est un modèle économique qui n'attire pas du tout les mêmes types d'investisseurs. Ça attirera beaucoup plus d'investisseurs protectionnistes à la recherche de rendements simples, etc. On ne sera plus sur un délire spéculatif très volatile, etc. Donc probablement un ancrage de valeur pour Atom. Donc pour des investisseurs qui cherchent un rendement passif à moyen terme, le jeton Atom, c'est clairement un très bon investissement. Mais l'acheter aujourd'hui ne se fait pas sans risque. Si vous l'avez acheté l'année dernière, vous êtes probablement déjà remboursé puisque vous avez des airdrops et vous avez probablement, en tout cas je l'espère, repositionné une partie de votre portefeuille vers les jetons cœur que vous n'avez pas reçus. Si vous êtes positionné depuis 2020, eh oh, pépère les gars, vous avez déjà probablement largement remboursé votre investissement initial, il n'y a plus qu'à laisser faire. Que ça marche ou que ça marche pas, vous avez gagné quoi qu'il arrive. Par contre, pour ceux qui rentrent aujourd'hui, c'est pas la même musique. Et j'ai insisté sur ça depuis le début. Pour vous, si vous arrivez aujourd'hui avec les prix actuels et l'état d'avancement dans l'année 2022, vous, il faut sérieusement pas faire la moindre connerie. Donc, respectez bien à la lettre tout ce qui a été dit ici. Diversifiez l'investissement dans tout l'écosystème pour éviter de vous faire pomper la gueule si Atom échoue. Si Atom réussit, il ne faut pas vendre dès que ça prend 50%. On est sur un changement de valeur radical. Et gardez ces jetons. Le but n'est pas de dire « Oh putain, j'achète et je vends ». Si vous voulez un revenu passif, Atom sera probablement un des meilleurs jetons pour le faire dans les prochaines années. C'est un peu le même modèle qu'Ethereum. On va très, très rapidement déplacer la valeur. Et si Atom devient central dans l'écosystème Cosmos, son rôle sera la validation, donc la sécurité, donc ce sera de façon très légitime la plus grosse market cap de tout l'écosystème. Et plus l'écosystème grandira, plus la market cap devra grandir aussi. J'espère que vous l'avez compris. Maintenant, elle ne grandira pas de oufissime parce que le prix derrière n'attirera pas grand monde, ça coûtera très cher d'acheter un jeton Atom pour un rendement assez faible. Bref, ce sera vu comme un investissement risk-off. Ok? Voilà ce que je voulais vous dire sur Atom. Allez, bye bye!